Bon, eh bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer puisque, comme vous le savez, le timing est assez serré. Donc, je suis Pascal Breuil. Je suis très heureuse de vous accueillir à cette session qui s'appelle Population et plan de sondage. Donc, comme vous le savez, quand on doit interroger des gens et leur poser des questions, en fait, la première personne à qui on pose des questions, c'est le concepteur qui doit choisir qui interroger. Et donc là, nous avons 3 personnes qui vont nous parler des questions qu'elles se sont posées pour savoir qui interroger et surtout des réponses qu'elles ont apportées dans 3 sphères, ménage, entreprise et agriculture. Et on va commencer sur la sphère ménage avec Hélène Chaput. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais vous présenter un travail qu'on a réalisé avec Emmanuel Gros et Thomas Merli-Alpa. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est que quand on cherche à réaliser une enquête auprès des ménages, est-ce qu'il vaut mieux échantillonner des logements, ce qu'on fait historiquement à l'INSEE, ou bien plutôt préférer échantillonner des individus? Alors, je ne vous cache pas, l'objectif de cette présentation, c'est plutôt de vous convaincre qu'un échantillon d'individus est la meilleure solution pour votre enquête ménage. Alors, pour cela, je ne vais pas avancer très masqué, vous allez rapidement le voir. Je vais quand même faire un petit rappel historique, quelques petits rappels historiques pour mieux comprendre comment se situe cette question. Vous présentez évidemment tous les points forts et tous les avantages qu'on voit à échantillonner des individus, et puis quand même, par honnêteté intellectuelle, parler aussi des limites et des exceptions qu'on peut voir à une telle logique. Alors, historiquement, à l'INSEE, vous n'êtes pas le sans savoir, on échantillonne plutôt des logements quand on cherche à faire une enquête auprès des ménages. Pourquoi on fait ça? Parce que la base historique qui nous sert à échantillonner les enquêtes, c'est la base du recensement de la population. Jusqu'en 1999, le recensement exhaustif, et puis depuis 1999, le recensement rotatif. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'on obtient en sortie du recensement? C'est une liste de logements avec tout un tas d'informations hyper utiles à l'identification du logement, dont le rang d'adresse et de logement, qui permet dans un logement collectif où vous avez un grand nombre de logements à la même adresse, de savoir précisément à quel logement s'adresser pour l'enquêter. On dispose aussi d'informations sur les occupants, mais ces informations, elles sont de l'ordre de est-ce que le logement est occupé par quelqu'un de jeune ou de vieux, de telle ou telle CS. On n'a pas le nom, le prénom de l'occupant. Donc dans ce cadre-là, réaliser une enquête auprès d'individus est beaucoup plus compliqué que d'enquêter un logement, puisqu'un logement, on sait le repérer, l'identifier de manière extrêmement précise. Dans le courant des années 2000, il y a une alternative qui est apparue dans la sphère pour la réalisation des enquêtes ménages, c'est de mobiliser les données fiscales comme base de sondage. La première expérience, ça a été pour l'enquête emploi, et puis la seconde pour l'enquête patrimoine 2010. On l'a vu hier dans la présentation d'Olivier Mélin, estimer le patrimoine. Le patrimoine, c'est un phénomène rare qui est extrêmement concentré dans les hauts revenus. Donc pour avoir une estimation précise du montant de patrimoine détenu par les ménages, c'est important de surreprésenter ces ménages à haut patrimoine. Donc ce qu'on faisait historiquement, c'est qu'on allait surreprésenter ce qu'on avait dans les bases de recensement, donc les cadres, les retraités, les indépendants, en estimant que c'était ces populations-là qui avaient le plus de patrimoine. En mobilisant les sources fiscales, on avait le fichier de l'ISF qui permettait d'attraper beaucoup plus directement les ménages à haut patrimoine. Et puis petit à petit, ces usages qui étaient marginaux sont devenus la norme avec, en 2018, l'utilisation de la base Fideli pour tirer l'ensemble des enquêtes ménages. Donc Fideli, c'est une base de sondage qui est exhaustive sur le champ des logements, mais aussi des individus. Donc là, on a une sorte qui ouvre des possibilités. On peut échantillonner des logements, des individus. Et en plus, c'est des données de très très bonne qualité, enfin de très bonne qualité, peut-être c'est peut-être de trop. On a une très bonne couverture. On a des variables annexes, à la fois sur les logements et sur les individus. On sait la surface du logement, son équipement. On connaît les personnes qui occupent ces logements, leur âge, leur sexe, etc. Et puis, on a des coordonnées de contact individuelles. On a le nom, le prénom, un numéro de téléphone, une adresse mail, etc. Donc là, peut-être que face à ces situations-là, le sondeur se dit « ça y est, j'ai trouvé mon Graal, j'ai une base qui me permet de faire tout ce que je veux, échantillonner des logements, des individus, j'ai tout ce qu'il me faut ». Alors le Graal, pas tout à fait, notamment sur la partie logement, parce que pour identifier un logement, on devient extrêmement dépendant aux personnes qui l'occupent. On n'a plus ce qu'on avait dans les bases de recensement qui nous permettaient d'identifier un logement de manière certaine, notamment dans le collectif. On n'a plus de rang, etc. Et on est dépendant pour identifier le logement aux coordonnées, au nom, au prénom de la personne qui occupe ce logement. Et la situation s'est encore dégradée avec la disparition de la taxe d'habitation,
et son remplacement par GMBI, on l'a évoqué un peu ce matin, ou la déclaration de l'occupant du logement réalisée par le propriétaire. Donc ça induit une baisse de qualité significative dans nos données, une augmentation de la difficulté à identifier de manière plus ou moins certaine le logement, et puis l'apparition d'un nouveau problème de champ, est-ce que le logement est occupé ou pas par quelqu'un. Et donc dans ce contexte, ça invite à se reposer la question. On a désormais une base de sondage qui décrit bien les individus, qui décrit bien les logements, un peu moins bien, la qualité qui se dégrade. Et du coup, est-ce qu'on ne peut pas changer de paradigme et se dire est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux échantillonner des individus plutôt qu'échantillonner des logements? Alors, il y a plusieurs avantages à échantillonner des individus. Tout d'abord, si on tire un individu, on s'affranchit du problème d'identification du logement par le biais de ses occupants. On a directement l'individu, tandis que pour le logement, on est obligé de passer par son occupant. Passer par l'occupant, ce ne serait pas problématique si les individus ne déménageaient pas. Mais ils ont la bonne idée, contrairement au logement, de se dire j'en ai marre d'habiter ici, je veux aller voir ailleurs. Et c'est un phénomène qui n'est pas négligeable. On a à peu près 9% des ménages qui déménagent tous les ans, et un décalage temporel environ entre le tirage et la collecte de 2 ans. Donc vous voyez qu'on va perdre des facultés pour identifier les logements si on ne dispose que des caractéristiques des individus qui les occupent. Et en plus, avec GMBI, on a une dégradation du lien logement-occupant. On arrive beaucoup moins bien à associer les logements avec les personnes qui les occupent. C'est illustré par le fait qu'en 2024, il y avait 4,7 millions de résidences principales au sens fiscal pour lesquelles on n'avait pas d'occupants connus. C'était seulement 1,1 million de résidences principales dans ce cas-là en 2022. Donc le phénomène, non seulement il est important, mais en plus on a plutôt une dégradation. Ensuite, deuxième avantage, c'est que dans un certain nombre d'enquêtes ménages, on a des questions qui concernent des individus. Et donc, quand on a tiré un logement, on se retrouve face à un phénomène bien connu, c'est le tirage du quiche. Et le tirage du quiche, ça complexifie beaucoup le travail de l'enquêteur, qui, quand il est face à quelqu'un ou au téléphone avec quelqu'un qui est parti pour répondre à l'enquête, on lui dit non, monsieur ou non, madame, désolé, il va falloir que je m'adresse à votre conjoint, c'est lui qui a été tiré au sort. Donc ça lui complexifie son travail, il peut avoir à revenir pour un second rendez-vous, voire même à se trouver un peu démuni, à tordre un peu le protocole et puis dire finalement je vais interroger la personne que j'ai face à moi, ce qu'on peut comprendre. Dans le cas auto-administré, c'est pareil, on a quelqu'un qui a fait la démarche de se mettre face à son ordinateur ou son smartphone pour répondre à notre questionnaire, et puis là on lui dit non, c'est pas vous, c'est votre conjoint. Donc en échantillonnant directement des individus, on s'affranchit de ce tirage-là, et c'est la logique qu'a adoptée par exemple l'enquête TIC pour ces réalisations à partir de 2026. Elle est passée d'un tirage logement à un tirage individu, et elle a obtenu le label récemment pour cela avec ce nouveau protocole de tirage individu. Un autre avantage, c'est l'appariement des données. Dans plein de sessions, là on a parlé d'appariement de données d'enquête avec des données administratives. Si on tire un individu, on connaît ses traits d'identité, voire son CSNS, même dans Résil, on aura ces informations-là. Et du coup, derrière, l'appariement, il est, alors, je ne vais pas dire direct, mais en tout cas, il est largement facilité, de bien meilleure qualité. Et on n'a pas besoin de collecter, durant la collecte, des informations nominatives, donc le nom, le prénom, des informations très clairement identifiantes, et courir le risque d'un refus. Alors, on a vu hier dans une présentation que les gens n'étaient pas forcément très rétifs à donner leur nom, mais en tout cas d'informations partielles ou de mauvaise qualité, avec des fautes de frappe, etc., et puis après des difficultés d'appariement. Donc pour apparier les données, échantillonner des individus, ça nous facilite la vie. Ensuite, pour communiquer, on a besoin de communiquer quand on réalise une enquête. On ne peut pas communiquer avec un logement, donc on communique avec ses occupants à date. Et c'est plus facile de communiquer avec un individu cible qu'avec les occupants à date d'un logement. Pourquoi ? Parce que pour envoyer des courriers postaux, on a besoin de connaître l'identité des occupants du logement à l'instant T. Dans la base, on va peut-être connaître les coordonnées de l'occupant à l'instant T-1, T-2, etc. Et le courrier ne va pas arriver. Une adresse électronique, c'est aussi un autre moyen de communication. L'adresse email, elle n'est pas associée à un logement, elle est associée à un individu. Et idem pour le téléphone, pour nos enquêtes téléphoniques ou même l'envoi de SMS. On a de moins en moins de téléphones fixes associés à des logements et de plus en plus de téléphones mobiles qui sont associés à des individus et qui sont stables au cours du temps. Et tout ça, ça devient encore plus prégnant dans un contexte d'enquête en multimode. Parce que là, l'enquête logement, on voit bien que c'était enquête où on a des unités échantillonnées qui sont des logements, que c'était extrêmement adapté au face-à-face.
un enquêteur qui se déplace sur le terrain, il est face à des logements, etc. Dans un contexte multimode où on va enquêter un ménage, une personne par Internet, par téléphone ou en face à face, ça devient différent. Répondre par Internet, c'est possible que si on a identifié le bon enquêté. Si on est obligé d'aller voir dans le logement qu'il occupe pour après lui envoyer un questionnaire Internet, c'est un peu contre-productif. Et idem par téléphone, si on a le téléphone mobile de la personne, on peut la joindre directement. Et du coup, on aboutit, quand on tire des individus, à des protocoles en termes de réalisation concrète qui sont beaucoup plus simples pour une enquête comme santé, qui a eu un tirage individu, que pour l'enquête conditions de travail, risques psychosociaux ou pour SRCV. SRCV, c'est une enquête panel où on tire d'abord des logements en vague d'inclusion, et puis après, on a des individus panel et on est dans une logique individu. Et donc, pour une même enquête, on mixe des unités échantillonnées de collecte qui sont complètement de nature différente et qui entraînent un certain nombre de complexifications ou de complexités qui sont difficiles à gérer. Pour CT RPS, on tirait des logements, on allait les voir, et puis au bout de 10 minutes, l'enquêteur disait « Ah bah désolé, vous n'êtes pas dans le champ, au revoir ». Voilà. On aurait échantillonné des individus, on aurait pu imaginer une pré-enquête téléphonique pour savoir si la personne était dans le champ ou pas, et après aller la voir pour l'interroger. Alors, j'espère à ce stade que vous êtes tous hyper convaincus que vos enquêtes, vous devez faire des échantillons individus. Je vais quand même un petit peu tempérer mon propos. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide que la partie argumentaire de l'autre côté. Il y a quand même des exceptions plus ou moins évidentes, avec l'enquête emploi, par exemple, qui a besoin de grappes de logement, parce que l'enquêteur doit réaliser son enquête rapidement, il faut optimiser les déplacements. Il y a des exceptions qui sont liées au champ de l'enquête également. Quand vous interrogez, comme l'enquête loyer et charges ou l'enquête logement, votre problématique, elle est éminemment logement. Loyer et charges, vous avez besoin d'évaluer l'évolution du loyer au changement de locataire. Si vous interrogez des personnes, ça ne marche pas. Vous avez besoin d'interroger un logement. Et puis, ce n'est pas parce qu'on se simplifie la vie sur un certain nombre d'aspects qu'on ne se la complexifie pas sur d'autres. Échantillonner des individus, dès lors qu'on a une enquête qui a une problématique plus ménage, on se rajoute une petite couche de complexité. Par exemple, sur budget des familles, on est sur une enquête, voilà, on va tirer un individu, donc ça n'exclut pas qu'on peut l'interroger sur l'ensemble de son ménage et le périmètre de son ménage. Mais si on a tiré monsieur et que c'est madame qui gère toutes les finances du ménage, on n'aura pas la bonne personne à même de répondre à l'enquête. Tandis que si on vient dans le logement et qu'on dit quelle est la personne qui va être le plus à même de répondre, ce sera facilité. Et puis, on a potentiellement un risque de baisse de précision lié au partage de poids parce que notre individu, il peut être à plusieurs endroits. Alors, j'espère au moins, si je ne vous ai pas convaincu de tirer désormais des individus, j'espère au moins vous avoir convaincu qu'il faut réfléchir et que ce qui était automatique à une époque est peut-être un peu moins aujourd'hui dans le contexte. Et puis, c'est un univers qui est encore en large évolution. On l'a vu ce matin avec les présentations sur Résil. Donc on va avoir de nouvelles opportunités avec de nouvelles sources dans Résil qui vont offrir des nouvelles coordonnées de contact, des nouvelles manières voilà, une meilleure couverture. En parallèle, on a des adresses postales qui vont dont la qualité va peut-être se dégrader parce que les services fiscaux envoient de moins en moins d'envois postaux. Et donc voilà, il y a des cartes qui vont être rebattues. Le message, c'est dans cet univers en pleine évolution, évoluons aussi et réfléchissons aussi à quelque chose, remettons en jeu quelque chose qui était auparavant un peu automatique et qui peut-être peut l'être un peu moins aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Hélène pour avoir parfaitement respecté le temps. Donc maintenant vous avez compris quel type d'unité statistique il fallait tirer, au moins dans la sphère ménage, mais pour pouvoir tirer des unités statistiques, encore faut-il disposer d'une population, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je propose de passer à la présentation de Guillaume Chanteloup qui va vous expliquer quoi faire dans ce cas. La présentation, elle va aborder les problématiques de construction de populations statistiques dans le cadre d'une enquête entreprise. Et donc, la présentation, elle va comporter 3 parties. Donc, dans la première partie, on va présenter l'enquête sur les moyens consacrés à la R&D par les entreprises. Et deuxième partie, on analysera le défaut de couverture. Et troisième partie, on fera une analyse rapide des unités hors champ de l'échantillon. Donc, sur la présentation de l'enquête, l'objectif de l'enquête, c'est de connaître les moyens financiers et humains consacrés à la R&D par les entreprises implantées en France. Ça permet de répondre de façon précise à une demande européenne
Le questionnaire il couvre des thématiques différentes. Donc il y a les dépenses intérieures de R&D, la DIRD, c'est la principale variable d'intérêt de l'enquête. Il y a aussi les thématiques de sous-traitance de R&D, de financement de la R&D et des personnels employés aux activités de R&D. Et donc les définitions de ce règlement ils sont cadrées par ce qu'on appelle le manuel de Frascati, c'est un ouvrage de l'OCDE qui permet d'établir des méthodes et des définitions communes sur la conduite d'enquête sur le sujet de la R&D. Et pour fixer tout de suite les ordres de grandeur, je précise aussi que l'échantillon comprend 9000 entreprises et 12 000 unités légales. Donc cette enquête, c'est la seule source statistique détaillée sur l'activité de R&D réalisée par les entreprises en France. L'utilisation des données qu'on peut en faire est différente de celle du crédit d'impôt recherche, le CIR, parce que les données de l'enquête, elles n'ont pas le même contour et elles ne portent pas sur le même champ. En effet, les fichiers administratifs du crédit d'impôt recherche, ils n'ont uniquement pour objet l'allocation éventuelle d'une aide fiscale aux entreprises qui en font la demande. Et puis, de toute façon, on peut très bien avoir des entreprises qui font de la R&D, mais sans faire de demande de crédit d'impôt. Et je précise aussi, depuis le millésime 2021, donc, les données de l'enquête sont diffusées au niveau de l'entreprise pour permettre une meilleure analyse économique de la R&D. Mais pour tout le reste de la présentation, là, on va plutôt s'attarder au niveau unité légale, parce que c'est plus approprié pour cette présentation. Le champ de l'enquête, c'est l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français et susceptibles d'exécuter des travaux de R&D. Donc, il n'y a pas de pour définir ce champ, donc, il n'y a pas de restriction sur la taille de l'entreprise ou bien le champ géographique. Il y a des restrictions sur les variables de secteur institutionnel ou de catégories juridiques propres aux entreprises, donc, qui sont plutôt légitimes du coup. Et il y a des restrictions sur les APE. Donc, tous les secteurs d'activité ils sont couverts par l'enquête, excepté une dizaine de divisions de la NAF. Donc, par exemple, les unités légales qui ont des activités en commerce ou en activité immobilière, donc, où a priori il n'y a pas de travaux de R&D dans ces unités légales. Mais on verra que les restrictions sur l'APE ne sont pas forcément légitimes. La population de la base de sondage, c'est une population qui est atypique, parce que ce n'est pas un champ traditionnel tel qu'il peut être connu dans les autres enquêtes thématiques menées auprès des entreprises. En particulier, la population n'est pas connue a priori, et parce que le critère de susceptibilité de réaliser des travaux de R&D, il ne figure pas dans le répertoire Cyrus. Donc l'étape de la construction de la population, qui est réalisée en amont de l'échantillonnage, il est crucial pour repérer l'ensemble des entreprises qui exécutent potentiellement de la R&D sous peine d'avoir un défaut de couverture. Donc justement, le principe de construction de la base de sondage, donc, c'est la première étape pour construire une population de l'année N, c'est repartir de la population finale en N-1, où on a exclu les unités qui ont été détectées hors champ et les unités évidemment qui ont été cessées. La seconde étape, c'est l'ajout d'unités légales qui ont réalisé nouvellement de la R&D, qui ne figurent pas dans la population finale N-1. Et pour ce faire, on utilise des sources externes, donc, qui sont les suivantes. Donc, il y a d'abord essentiellement le crédit d'impôt recherche, évidemment. Donc, il y a 3 types de fichiers qui proviennent du crédit d'impôt recherche. Il y a d'abord le premier fichier, c'est les déclarations de crédit d'impôt recherche. Donc, ce sont les entreprises qui remplissent un formulaire où elles déclarent l'ensemble de leurs dépenses éligibles au crédit d'impôt. Ça, c'est le premier fichier. Et ensuite, ces demandes, elles sont adressées au ministère de la Recherche qui produit le second fichier, ce qu'on appelle le fichier des agréments. Donc, les agréments, c'est la liste des entreprises qui sont vraiment éligibles au crédit d'impôt recherche, parmi toutes celles qui en ont fait la déclaration. Et après, il y a le troisième fichier, qui est le fichier des mouvements sur créance du crédit d'impôt recherche, qui lui est produit par la DGFiP et qui contient le montant final du crédit d'impôt réellement accordé à l'entreprise, parmi toutes celles qui ont reçu un agrément. Donc, évidemment, avec ce système, les 3 fichiers ils sont plus ou moins emboîtés. Il y a également les données de l'enquête CIS, l'enquête communautaire sur l'innovation, qui sont mobilisées. Et puis 3 autres fichiers administratifs, les fichiers des jeunes entreprises innovantes, les fichiers des entreprises qui bénéficient des incubateurs publics. Ce sont des structures qui permettent la création d'entreprises.
Et puis les lauréats, les entreprises lauréats du concours e-Lab, c'est un des concours qui favorise la création de start-up à haute technologie. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des sources externes mobilisées. Et puis je précise aussi que pour toutes les entreprises, elles sont interrogées de manière exhaustive lorsqu'elles ont dans leur contour au moins une unité légale qui provient d'une de ces sources. Cette interrogation exhaustive, elle permet de valider lors de la collecte que l'entreprise appartient bien au champ de l'enquête et qu'on a raison de l'intégrer dans la population. Alors, ce tableau, maintenant, il illustre la répartition de la population totale en unités légales entre la population historique et les nouvelles unités légales qui sont détectées via les sources externes. Donc, la première colonne, c'est la somme des deux suivantes. On voit que la taille de la strate des nouvelles unités légales, elle est globalement stable chaque année, un petit peu plus de 3000 unités légales. Et donc ça a été fait afin de ne pas distordre les strates lors du tirage de l'échantillon et également à cause des ressources limitées pour la gestion de l'enquête. On limite l'ajout, l'entrée des nouvelles unités légales à un petit peu plus de 3000 unités légales chaque année. Donc pour faire ça, il y a des seuils qui sont appliqués à certaines variables d'intérêt de certaines sources externes afin d'éliminer ce qu'on pourrait considérer comme des petites unités au regard de la R&D. Donc si on fait ça avec ce principe, donc il y a un potentiel biais de couverture qui pourrait apparaître si on ne recense pas l'ensemble des unités qui réalisent la R&D en France. Et donc ce défaut de couverture, on va essayer de l'estimer. Donc ici, alors je vois en vert. Donc en vert, ici on va essayer d'estimer le défaut de couverture en nombre d'unités légales. Dans la partie verte en haut, donc c'est la base de sondage actuelle. Donc il y a un total de 31 485 unités légales pour le millésime 2024. Et on a la répartition selon la source dont elles proviennent. Donc la principale source, donc c'est sa population finale N-1. Donc on voit il y avait 28 025 unités qui ont été reportées de la population finale l'année dernière. Et puis, les autres lignes en dessous, en fait, ça montre la provenance selon la source externe. Et donc on voit que pour 3 de ces sources, donc les déclarations de crédit d'impôt recherche, les mouvements sur créance du crédit d'impôt recherche et pour l'enquête CIS, on voit qu'il y a des filtres qui sont appliqués, des filtres qui sont propres à chacune de ces 3 sources. Et donc ça, c'est réalisé justement afin de ne pas inclure dans la base de sondage des unités ayant peu d'activité de R&D. Dans la partie en rouge qui est juste en dessous, du coup, c'est l'ensemble des unités légales qu'il faudrait ajouter pour obtenir une base de sondage qui soit théoriquement exhaustive. Donc, il y a évidemment toutes les unités légales qui proviennent de ces 3 fameuses sources où on a appliqué des filtres, donc, le complémentaire, donc toutes celles qui sont en dessous des seuils. Et de plus, on a constaté qu'il y avait des unités légales qui étaient présentes dans Cyrus et qui avaient une activité principale en recherche et développement, donc qui ont normalement une activité de R&D, mais qui ne sont pas présentes dans la base de sondage. Et donc, ces unités-là, on propose de les rajouter et de les forcer dans l'échantillon. Donc, il y en a 8184. Et d'autre part, il y a également tous les APE qui ont été considérés a priori hors champ, donc ce dont je parlais au début, donc les activités de commerce ou d'activités immobilières, par exemple. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on constate qu'il y a des unités légales qui sont quand même présentes dans les fichiers du CIR et qui ont des APE en commerce ou activités immobilières. C'est les 484 qu'on propose de rajouter. Et donc au final, si on les interrogeait toutes, on obtiendrait une augmentation de la taille de la base de sondage de plus de 50% par rapport à la base de sondage actuelle. Ici, on essaye d'estimer le défaut de couverture en termes de dépenses de R&D cette fois. Donc ce tableau il présente la ventilation de la R&D manquante pour chacune des 5 sources. Donc au total, on voit que ça représente à peu près, dans notre évaluation, 734 millions d'euros. Ça fait 1,8% du total des dépenses de R&D aujourd'hui captées avec la base de sondage actuelle. Donc voilà, c'est à mettre en regard entre l'augmentation de 50% de la base de sondage et des seulement 1,8% de dépenses qu'on capterait en plus. Ce tableau il présente l'impact de l'ajout des 16 000 nouvelles unités légales sur les dépenses de R&D selon la tranche de chiffre d'affaires en ligne et le secteur, la branche de R&D en colonne. Et les tranches de chiffre d'affaires entre 1 et 5, c'est toutes les tranches de chiffre d'affaires pour les unités de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça correspond plutôt à des micro-entreprises
c'est justement là où on voit que l'impact de l'introduction des 16 000 nouvelles unités, ça modifierait le plus la répartition de ce tableau, des strates utilisées pour l'échantillonnage de l'enquête, et très peu pour la tranche de chiffre d'affaires 6, c'est plutôt des unités assez grosses. Voilà, donc ça impliquerait ces 16 000 unités légales, c'est plutôt des petites unités, plutôt des micro-entreprises même. Et au niveau du secteur, on voit que c'est plutôt les services, c'est plutôt dans le secteur des services que ça impacterait, l'introduction de ces nouvelles unités impacterait. Donc voilà. Donc en conclusion de cette partie, on voit que ça permettrait, en fait, ajouter ces 16 000 unités légales, ça permettrait une couverture complète du champ, mais ça impliquerait de revoir la méthode d'échantillonnage, parce que ça la modifie largement, ainsi que les méthodes de gestion associées. Et puis pour des raisons de coût de collecte, on ne peut pas intégrer directement ces 16 000 nouvelles unités légales, donc il peut être envisageable par contre de les intégrer progressivement ou bien d'utiliser d'autres méthodes. Pour la partie 3, du coup, on va analyser les unités légales hors champ, donc c'est l'inverse de la partie précédente. Là, on regarde les unités légales qui ont été ajoutées à tort cette fois. Donc sur les 12 000 unités légales qui sont dans l'échantillon, il y en a 1500 qui ont été déclarées hors champ. Donc ça fait 12% de l'échantillon et du coup 12% de l'échantillon total. Mais par contre, pour les seules nouvelles unités légales qui ont été ajoutées via des sources externes, il y en a 24%. Et donc 1 sur 4 a donc été ajoutée à tort parmi celles qui proviennent de sources externes. Ici, dans ce tableau, c'est la ventilation, justement, on montre le pourcentage d'unités légales hors champ dans l'échantillon, donc on le voit dans la dernière colonne. On voit justement que les pourcentages les plus élevés, donc ça concerne justement les fichiers, les sources qui proviennent du crédit d'impôt recherche, donc à 31% pour les agréments du CIR, à 55% pour les données de l'enquête CIS, à 27% pour les mouvements sur créance du CIR. Donc on voit que c'est les sources externes qui comptent le plus d'unités légales hors champ, donc les crédits d'impôt recherche et l'enquête CIS. C'est précisément les sources où dans la partie précédente, en fait, on appliquait les filtres afin de ne pas rajouter trop d'unités dans notre base de sondage. Donc c'est probablement pour cette raison qu'on a toujours appliqué des filtres en fait, sur les sources crédits d'impôt recherche et l'enquête CIS. Donc ne pas faire exploser la base de sondage, mais également ne pas rajouter trop d'unités hors champ. Voilà. Sur la conclusion des unités, on voit que les unités hors champ, donc on voit que la source mouvement sur créance dans le secteur des activités financières et d'assurance, c'est plus d'un hors champ sur 2. Donc ça, c'est dû au fait qu'on a des unités de type holding, donc qui portent la déclaration du crédit d'impôt recherche, qui déposent la demande, et donc du coup qui ne sont pas réellement en fait les activités qui portent la R&D en fait dans un groupe, mais sont celles qui sont captées par les fichiers du crédit d'impôt recherche parce que c'est elles qui déposent la demande. Ça, ces unités légales peuvent être identifiées facilement et ne pas être incluses dans la base de sondage. En conclusion, la constitution de la base de sondage de l'enquête repose sur un équilibre entre exhaustivité et faisabilité. Les analyses menées ici montrent que la sous-couverture reste limitée pour la DIRD, pour la dépense de R&D, mais non négligeable. Et les sources externes introduisent des erreurs de champ. Donc l'enjeu méthodologique désormais, c'est d'ajuster ces flux d'entrée et de sortie pour garantir une couverture optimale de la R&D sans surcharge de la collecte. Voilà. Donc merci d'avoir parfaitement respecté le temps. Donc on a vu dans le premier exposé qu'il fallait choisir le type d'unité statistique, dans le deuxième exposé qu'il fallait parfois constituer sa base de sondage, mais dans tous les cas, on a à se poser la question qui on sélectionne pour assurer qualité tout en limitant la charge. Et c'est ce qui va nous être présenté maintenant dans le domaine de l'agriculture par Michael Lévy-Valençon. Oui, bonjour à tous. Donc j'ai l'honneur de vous faire la dernière présentation pour ceux qui sont restés. Donc là, j'ai l'ambition de vous parler, de vous dire un maximum de choses sur l'enquête pratique culturelle en arboriculture et viticulture 2024.
que j'ai nommé « Comment concilier des enquêtes très différentes », puisqu'on a beaucoup de problèmes de type méthodologique et de type source qui se sont posés dans cette enquête. Alors, tout d'abord, avant de vous présenter l'enquête, je vais vous présenter plus généralement les enquêtes sur les pratiques culturales qui sont réalisées au ministère de l'Agriculture. Ce sont des enquêtes qui sont faites en face à face sur des filières. Donc des filières, ce sont des groupes de culture sur les exploitations agricoles. Vous avez les grandes cultures, par exemple, dont font partie les céréales, vous avez les légumes, et vous avez l'arboriculture et la viticulture. La viticulture, on n'a qu'une seule culture à enquêter, c'est la vigne. Et donc, ce sont des enquêtes qui permettent de suivre le parcours, parcours culturel des exploitations. Et on s'intéresse plus particulièrement aux engrais, aux produits phytopharmaceutiques. Alors, ce sont des enquêtes qui sont faites régulièrement tous les 3-4 ans. Ce sont des cycles assez divers. Ça répond aux besoins de suivi du plan éco-phyto et des règlements européens. Donc là, je vous ai donné les références. Et il se trouve qu'en 2024, pour compliquer encore les choses, les deux enquêtes arboriculture et viticulture devaient être enquêtées en même temps. Et on s'est dit, on va faire qu'une seule enquête avec les deux. Donc déjà que c'était compliqué, c'est compliqué généralement quand on a plusieurs cultures à enquêter. Et là, on en rajoute une. Alors tout d'abord, je vais vous parler des bases de sondage. Donc dans les enquêtes pratiques culturelles, l'unité enquêtée, l'unité statistique, c'est la parcelle culturelle. Donc il faudra disposer d'une base de sondage de parcelles. Or, une telle base existe rarement ou sur un champ qui est partiel. Donc la question se pose, c'est comment construire la meilleure base possible qui soit la meilleure couverture et qui ait éventuellement des informations qui seront nécessaires à la stratification. Alors, je vais d'abord parler de l'arboriculture. On a la chance au ministère de l'Agriculture d'avoir une base de sondage des exploitations qui s'appelle BALSA, qui est censée être l'univers de tirage de toutes nos enquêtes, qui est une base des exploitations qui est alimentée en continu et qui est enrichie régulièrement par les enquêtes structures. Donc, les enquêtes structures sont le recensement agricole et les enquêtes qu'on appelle ESEA. Donc, il y a eu les dernières le RA 2020 et ESEA 2023, qui donnent une vision complète du champ des exploitations. Et ces bases sont enrichies avec différents fichiers. Et il faut aussi avoir une base de parcelles, puisqu'on va enquêter à la fois des exploitations et des parcelles. Et pour ça, on utilise les fichiers des déclarants PAC, dans la politique agricole commune, qui est une source qui est vraiment très, très précieuse pour nous, qui est disponible en général à partir tous les ans vers le mois de juillet, et qui va nous aider à identifier les parcelles. Alors dans l'enquête arboriculture, on a deux nouveaux fruits qui ont été intégrés par rapport à l'enquête précédente. Donc je vous donne comme ça à la volée tous les fruits. En métropole, on a la pomme qui a été différenciée en pomme de table et pomme à cidre. Ça, c'est une première difficulté. Les olives sont des fruits. Le raisin de table, la prune, la pêche, l'abricot, la cerise et la clémentine, mais uniquement en Corse. Bon, ça se trouve bien, il n'y en a pas beaucoup ailleurs. Et dans les départements d'outre-mer, on a des fruits spécifiques qui sont la banane dans les Antilles, donc Guadeloupe et Martinique, et les agrumes en Guyane. Donc voilà un peu l'ensemble des cultures qui font partie de la filière. Alors, première difficulté, c'est identifier les fruits. Alors pour identifier les fruits, dans le fichier des parcelles, on a une indication du code culture qui n'est pas suffisante. Il faut ajouter une variable qu'on appelle précision, qui précise notamment les variétés de fruits. Alors, elle est précise de façon très variée, parce qu'autant on peut avoir des variétés très, très différentes pour certains fruits. Et il se trouve que pour la clémentine, on n'a pas de code. Donc, on prend agrumes. On ne se trompe pas trop en métropole. Et pour la pomme, on n'a pas la distinction pomme-table et pomme-cidre. C'est un peu gênant. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'après avoir fait plusieurs recherches au niveau de la base de sondage, on a quand même
compléter ce qu'on pensait être de la pomme table ou de la pomme cidre. Et pour ce qu'on n'a pas pu identifier, on a construit un modèle Logit pour estimer la probabilité d'être pomme table avec les infos qu'on avait, c'est-à-dire le département et le caractère bio. Et on a appliqué ce modèle en prédiction, ce qui donne environ une pomme cidre pour 3 pommes tables, qui correspond à ce qu'on avait parmi ce qu'on connaissait. Il faut faire aussi une sélection au niveau du champ logique, c'est-à-dire qu'on va mettre un seuil pour les exploitations, donc de 1 hectare ou de 0,5 hectare pour certains fruits, pour l'ensemble des parcelles pour le fruit considéré, et une sélection géographique, puisqu'on ne va pas faire déplacer des enquêteurs pour très peu d'exploitation, ce qui fait qu'on fait une sélection géographique en plusieurs temps, plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on va sélectionner ce qu'on appelle les anciennes régions NUTS 2, qui vont couvrir un certain pourcentage de la superficie nationale du fruit considéré. Donc ici, on prend 95%, on a un peu triché, on a pris 94%. Et donc, on va sélectionner des régions pour avoir une couverture de 95%. Et dans ces régions sélectionnées, on va aussi sélectionner des départements qui vont aussi couvrir un certain pourcentage de la superficie. Et on va aussi compléter éventuellement avec d'autres départements pour avoir une couverture au niveau NUTS 1. Donc ça vous donne ce que vous avez, les cartes que vous avez. Vous avez en haut la pomme table, qui est assez bien répartie au niveau des départements, et la pomme cidre, qui est beaucoup plus concentrée dans la région nord-ouest. Et là, vous avez en couleur les différents seuils en fonction du seuil que l'on prend. Je ne vais pas plus loin. Alors, une fois après cette salade de fruits, pour faire passer cette salade de fruits qui est assez indigeste, on va prendre un verre de vin. Et donc, pour la base de sondage en viticulture, il se trouve que le fichier PAC ne couvre pas complètement la viticulture, parce que ce ne sont pas des bases statistiques. Donc, on fait avec ce qu'on a. On a à peu près 3/4 des surfaces et la moitié des exploitants. On est obligé d'utiliser un fichier administratif qui est le casier viticole foncier, complété par le casier viticole de Champagne. J'expliquerai pourquoi plus tard. Donc ce sont des fichiers qu'il faut retravailler et qui ne sont pas des fichiers statistiques. Et donc, il faut bien connaître ces sources pour pouvoir les utiliser. Et ces fichiers sont appareillés avec Balsa pour pouvoir avoir une base d'exploitation et avoir toutes les informations qui nous seront nécessaires, notamment le fichier de l'agence bio, pour avoir l'indication sur le caractère bio, parce qu'on s'en sert par la suite, pour enrichir la base de sondage et pour la nettoyer. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise le casier viticole, le CIVC, parce qu'il se trouve que le casier viticole couvre très mal les parcelles de Champagne. Si on l'utilise, on a moins de 7000 hectares, alors que le bassin de Champagne fait à peu près 31 000 hectares. Ça, c'est historique, on ne sait pas pourquoi, mais bon, le fichier des douanes est très mauvais dessus, donc on est obligé de le compléter. Donc ça rajoute encore une difficulté. Donc les fichiers doivent être maniés pour constituer des univers de tirage. Il faut aussi appliquer différents filtres à appliquer, suppression de certaines parcelles, notamment les arrachages, parce qu'on anticipe les arrachages, notamment dans le Bordelais. Et on a aussi une difficulté, c'est que les identifiants ne sont pas les mêmes entre le CVI et le CIVC. L'identifiant du CVI, c'est la sous-parcelle cadastrale avec un numéro d'exploitation viticole, on appelle le VV, concaténé avec d'autres variables. Donc vous avez ici le détail. Et dans le CIVC, on a une ou plusieurs sous-parcelles cadastrales. Et en 2024, une refonte des bassins viticoles. Alors, je vais vous parler maintenant des contraintes sur l'échantillon. Alors, il faut d'abord une bonne stratification pour minimiser la dispersion des unités, l'allocation de chaque strate qui est conditionnée par la recherche de précision, puisqu'on nous impose souvent des précisions sur certains domaines de diffusion qui sont le région, le département, et le mode de tirage qui peut influencer le choix des unités. Alors la stratification, ici je différencie arboriculture et viticulture. On a en arboriculture tout d'abord le département, la tranche de superficie qui est cumulée. On ne va pas découper de la même façon selon le nombre d'exploitations. Donc là, si on a moins de 30 exploitations, on ne va pas faire une strate.
Si on a entre 30 et 100, on va faire 2 strates selon la médiane. Et si on a plus de 500, on va en faire 5. Et le caractère bio ou non bio pour certains fruits, à l'exclusion de certaines régions. Donc ça, ce sont les variables de stratification. Et en viticulture, c'est plus simple. On va reprendre les bassins viticoles qui seront stratifiés en bio ou en conventionnel si on a une grande... si dans le bassin, on a beaucoup de surfaces bio. Donc ici, vous avez les critères. Donc on a quand même beaucoup de bassins qui sont bio. Donc ensuite, l'allocation des unités. Alors c'est plus compliqué. Pour l'arboriculture, le nombre d'unités attirées par strate est conditionné par une recherche optimale de précision, c'est-à-dire 2,5% au plan national par région et sur les surfaces totales, et 3,5% au plan national par région sur les surfaces bio. Donc pour ça, on a de la chance. On a une formule qui nous donne le nombre à calculer, et on peut automatiser ça par des fonctions R qui calculent 4 tailles pour chaque objectif de précision. On intègre aussi les taux de réponse anticipés pour gonfler les tailles de l'échantillon. Et la taille retenue, ça sera le maximum entre les 4 tailles d'échantillon, puisqu'on ne va pas... c'est pas optimal, mais ça évite d'avoir un problème d'optimisation. Alors pour la viticulture, la question est plus complexe, puisque le plan de sondage ne permet pas un calcul similaire pour les contraintes de précision. Auparavant, on utilisait des ABAC. Et là, la méthode choisie, ça va être d'utiliser une optimisation des tailles de strates par modélisation du lien entre répondant et précision. Donc là, je vais vous montrer un peu plus. Alors, pour l'arboriculture, pour l'abricot, par exemple, vous avez ici les tailles d'échantillons par région. Donc les 4 critères ici selon les contraintes. Et on prend le maximum ici, petit NH. Alors ici, c'est par région, donc ce sont des regroupements de strates. Donc le petit NH, ce n'est pas le max des 4 valeurs. Donc voilà ici un exemple. Et après, on se rassure en recalculant les précisions a posteriori pour voir qu'on est bien sous les seuils. Pour la viticulture, c'est plus compliqué. Alors, je n'ai pas le temps de vous présenter. On fait une interpolation ici et on va prendre les points. Vous les lirez dans le papier, je n'ai pas le temps de détailler. Alors sur les DOM, là aussi, on a une stratification particulière où on inclut les bassins de production et on inclut un certain nombre de variables et on applique ici les contraintes de précision de 2,5%. Alors, rapidement, le tirage des échantillons. Donc pour chaque fruit en arboriculture, il faut savoir que c'est un tirage à 2 degrés. On va tirer les exploitations à probabilité égale, équilibrées sur la surface du fruit. Et ensuite, sur les 6800 exploitations, on va tirer une seule parcelle du fruit considéré dans le fichier des parcelles de la PAC. Lorsque le package est identifié dans Balsa, et s'il n'est pas identifié dans Balsa, on va demander à l'exploitant quelle est sa plus grande parcelle, et on verra quelle est la parcelle qui sera tirée. Et au moment de la collecte seulement, on constatera la présence d'une parcelle du fruit identifié. Et pour la viticulture, on fait un tirage à probabilité inégale proportionnelle aux surfaces, puisqu'on a beaucoup trop de sous-parcelles dans l'univers, et on utilise un tirage systématique par bassin stratifié qui permet d'estimer parfaitement les surfaces, qui permet d'avoir une variance nulle, et on n'aura pas d'effet de grappe, c'est-à-dire que dans chaque strate, on ne va pas tirer que des petites ou que des grandes sous-parcelles. Alors le point important, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, ces tirages, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des multi-enquêtés. Ça veut dire pour une exploitation, on pourra avoir jusqu'à 9 cultures différentes. Alors il se trouve que là, par exemple, sur l'exemple, vous voyez ici la première unité, on a les probas d'inclusion de chacun des fruits. On voit qu'on est dans une strate exhaustive, donc probabilité 1 pour l'abricot et le raisin de table. C'est-à-dire qu'on va avoir au minimum 2 fruits qui vont être tirés. On va avoir au maximum 5, et en moyenne, on peut avoir 3,29 fruits. Donc là, c'est problématique pour nous parce que, pour une raison de charge statistique, on s'interdit d'avoir plus de 2 cultures pour une exploitation. Donc, ce qu'on fait, c'est que
on va tirer au maximum 2 fruits. On va interroger l'exploitant sur au maximum 2 fruits et on fait un tirage aléatoire des fruits parmi l'ensemble, ce qui rajoute un degré supplémentaire de tirage. Et ensuite, on va mettre les fruits qui ne sont pas collectés, on va les garder pour les intégrer dans les traitements post-collecte. Donc en conclusion, la présence dans un même dispositif de plusieurs cultures est un enjeu dans les enquêtes et pratiques culturales. Il n'existe pas de méthode infaillible pour coordonner toutes les cultures. On n'a pas réussi à faire de la coordination statistique pour limiter la charge statistique. Et il se trouve que l'enquête Phyto 2026, qu'on est en train de mettre en place, c'est une nouvelle demande européenne qui englobe une vingtaine de cultures sur l'ensemble des filières, avec un nombre d'exploitations assez restreint. Et donc là, on va être obligé de mettre en place des plans de sondage à plusieurs degrés et à probabilité inégale pour n'interroger qu'une exploitation pour une parcelle et pour une culture. Donc ça donnera lieu à d'autres présentations, j'espère, par la suite. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et maintenant à vous pour les questions. Bon, alors, si vous n'avez pas de questions, je vais pouvoir poser quelques-unes des miennes. Donc là, j'avais une question déjà pour Hélène, pour savoir est-ce que le fait de tirer des individus, ça a une incidence sur l'utilisation du proxy? Est-ce que vous avez réfléchi sur ce type de problématique? Non. Je suis en train de chercher une réponse plus intelligente. Non, en vrai, on n'a pas travaillé le sujet. L'idée, c'était plutôt de se dire que on était dans un ancien monde où on était tous drivés par le face-à-face et la nature de notre base de sondage, et que tous ces éléments-là avaient changé, et qu'on le voyait en construisant les nouveaux outils dans le cadre de la filière, par exemple, et en repensant les choses, on se retrouvait à construire des logiques, à tordre des choses parce qu'on essayait de rester dans ces anciennes logiques, et que peut-être qu'en changeant un peu, on arriverait à simplifier la vie. Mais on n'a pas tiré le fil jusqu'au bout. Merci. Donc, Dominique? Oui, merci. Ma question s'adresse aux représentants du ministère de la Recherche, l'enquête R&D, parce que j'ai travaillé dans le passé au ministère de la Recherche. Et la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que vous voulez absolument interroger exhaustivement toutes les unités? Pourquoi est-ce que vous ne les intégrez pas toutes et qu'ensuite vous faites un tirage dans ces unités? Parce que peut-être, donc au niveau global, je comprends que ça n'a pas l'incidence est faible, mais après, si on fait certaines questions ou si on veut aller dans le détail, il peut y avoir un impact. Oui, alors en fait, c'est la méthodologie qui a vraisemblablement été comme ça depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, on s'est contenté de reporter, en fait, reproduire cette méthodologie. Il y a dans d'autres pays européens, en fait, effectivement, il y a d'autres méthodes qui sont utilisées. Par exemple, en Allemagne ou en Espagne. En fait, c'est les pays en fait font un tirage d'échantillons parmi l'ensemble des unités légales qui proviennent de sources externes. Oui, effectivement. Donc, on voit que c'est fait dans d'autres pays. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas envisagé encore cette façon de faire. En fait, ici, dans cette présentation, on a plus dressé un constat. On n'a pas encore apporté les réponses pour améliorer la qualité de la base de sondage, mais cette façon de faire, ça peut être
peut être quelque chose d'envisageable. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'il y a une question là-bas avec le micro. Oui, en tout cas, c'est moi qui ai le micro. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, bonjour, Laurent Piette d'Inarae. Donc, ma question sera pour le collègue du SSP. Vous avez dit dans votre introduction que l'enquête pratique culturelle porte essentiellement sur les phytos et les engrais. Et je me demandais dans quelle mesure le travail que conduisent des collègues de l'ODR, l'Observatoire du développement rural à Toulouse. En fait, ils ont un modèle pour ventiler, je crois que c'est à l'échelle communale, les ventes de produits phyto. Donc je me demandais dans quelle mesure ça pourrait peut-être aussi aider à identifier les zones prioritaires à enquêter. Parce que là, vous avez expliqué que vous sélectionnez au niveau NUTS 2, NUTS 3, etc. Voilà. Mais je me demandais dans quelle mesure ça pourrait aider à cibler. Et en plus, en fonction des types de phytos, peut-être certains qui sont plus utilisés en arbo ou en viti à l'échelle communale. J'ai pas eu le temps d'en parler là pour la location. J'ai pas eu le temps de parler de l'indicateur qu'on utilise, qui est l'IFT, l'indice de fréquence de traitement. Donc, nous, c'est une variable qui est une variable cible pour mesurer les traitements qui sont réalisés sur les parcelles. Alors, moi, je connais pas, je suis pas agronome, donc je n'ai pas de vision complète de tout ce qui peut se faire, mais c'est l'indicateur sur lequel on a une recherche de précision pour l'ensemble des filières, et là notamment sur la viticulture. Et donc j'ai pas trop bien compris la question, mais Non, en fait, c'était juste une remarque que les collègues de Toulouse, oui. Du coup, essayent d'estimer les ventes, les achats du coup, de phyto au niveau communal. Donc, a priori, on pourrait se dire que là où ils en achètent beaucoup, c'est qu'ils en utilisent beaucoup aussi. Et donc, du coup, ça pourrait aider à cibler l'échantillonnage que vous faites après. On cherche d'abord là où on a des surfaces importantes. Après, c'est vrai que nos variables nos variables de sélection sont essentiellement les surfaces, et bon, on n'a pas intégré de données sur les traitements dans le plan de sondage directement. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Sachant que l'enquête sur les pratiques culturelles est plus large que simplement l'utilisation des produits phyto. On a tout le traitement, tout ce qui concerne les pratiques qu'on réalise sur une culture. Donc on ne se réduit pas simplement aux produits qui sont utilisés. Donc, Merci beaucoup. Compte tenu de l'heure, on va prendre la question de Marthe-Christine et puis après, peut-être une ou deux questions à distance et après, ce sera la pause. Donc, je propose de poser des questions rapides, avec des réponses rapides. Oui, merci. C'est pour la première présentation. On voit que le choix entre ménages et individus est largement conditionné par les bases de sondage qu'on a construites. Bon, auparavant, le recensement, maintenant des bases individuelles. Je me demandais quelles sont où y a-t-il des réflexions de ce type au niveau européen, sachant qu'il y a des pays qui ont des registres de population, donc un système très différent. Est-ce qu'il y a une réflexion globale sur cette problématique individu ou ménage, et comment accéder à des ménages via des individus ou comment accéder à des individus via des ménages? Ça va être comme tout à l'heure. Je ne sais pas. C'est fabuleux. Non, je ne sais pas. C'est pas un piège. Hein, non, mais on n'a pas regardé. Honnêtement, je ne sais pas. Donc on a deux questions à distance de Coralie Francou de l'Adresse. Donc les deux questions pour Hélène Chaput. Donc la première question, c'est comment est-ce que l'administration fiscale recueillait-elle les données sur les occupants dans le cadre de la taxe d'habitation précédemment? Et la deuxième question, c'est comment fait-elle maintenant pour identifier quelles sont les résidences secondaires, puisque celles-ci sont toujours soumises à la taxe d'habitation si elles ne recueillent les informations plus que par GMBI. Donc c'est pour mieux comprendre ce qui a changé avec le passage à GMBI. Il y a le spécialiste.
un co-auteur. Enfin, le reste spécialiste, ce serait plutôt côté Fideli ou Résil. Mais du coup, pour ce qui est de savoir, auparavant, c'est la taxe d'habitation donc, qui permettait de localiser des foyers fiscaux dans des locaux, donc dans des logements. Avec GMBI, donc la taxe d'habitation, en tout cas pour la résidence principale, a disparu. Et du coup, maintenant, il y a le portail Gérer mes biens immobiliers où chaque propriétaire est censé renseigner pour chaque logement qu'il possède au moins l'identité d'un occupant. Donc, alors, soit lui-même, soit dire c'est une résidence secondaire qui m'appartient, soit dire c'est un logement vacant, soit dire c'est un logement loué par un tel. Et du coup, c'est sur la base des données issues de ce système d'information Gérer mes biens immobiliers que la DGFiP, enfin les impôts, disent telle résidence, c'est une résidence principale occupée par telle personne, telle résidence, c'est une résidence secondaire à taxer en tant que telle résidence, c'est un logement vacant, etc. Mais à l'heure actuelle, le taux de remplissage, le taux de couverture par GMBI des logements est de l'ordre de 70-80%, quelque chose comme ça. Et du coup, on a des logements pour lesquels on ne sait pas si ce sont des résidences principales, secondaires ou des logements vacants, et pour lesquels on n'a pas même si on arrive à les considérer comme des résidences principales, on n'est pas capable de dire quels sont les occupants de ce logement. Voilà. Écoutez, je crois que c'est l'heure, donc je vous remercie tous d'avoir assisté à cette séance et encore une fois les présentateurs. Bonne pause.